Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Toussaint, balancer 4 vérités sur cette crise. Aujourd'hui, nous allons parler du professeur Jean-François Toussaint qui doit faire trembler à l'heure actuelle les pseudo-comités scientifiques de Macron qui, je le rappelle, ont des liens d'intérêt avec les laboratoires au moins jusqu'au plafond. Et pourtant, c'est bien eux qui dirigent notre pays dans le chaos avec un Macron qui se réfugie derrière ces pseudo-conseils pour nous emmener dans un vrai chaos économique sans précédent. J'ai pris différents passages du professeur Toussaint dans différentes émissions qui bout à bout montrent que ce professeur ne change pas d'avis tous les 4 matins comme les guignols du conseil et donne des explications de bon sens contrairement aux ordres de cette dictature sanitaire. C'est un homme calme, intelligent, droit dans ses bottes et il condamne vivement ces imposteurs. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs à ce sujet, je vous avais annoncé une très bonne nouvelle pour bientôt. Et devinez quoi? Bientôt, c'est aujourd'hui. Et j'ai pas une, mais 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est à propos de Library. Pour ceux qui connaissent pas encore Library, c'est une plateforme vidéo absolument comme YouTube, mais sans aucune censure et avec des récompenses que vous gagnez pour aider les créateurs que vous aimez. Alors la très bonne nouvelle, c'est que la plateforme Library a créé une nouvelle plateforme uniquement dédiée à la vidéo. Cette nouvelle plateforme s'appelle Odyssey et possède des nouvelles fonctions que tout le monde attendait. Une navigation beaucoup plus simple, des j'aime et j'aime pas sous les vidéos, des notifications ou des messages par exemple mis beaucoup plus en évidence. Le design aussi est fantastique. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire à cette nouvelle plateforme qui s'appelle Odyssey, je le rappelle. Juste un petit truc, tout n'est pas encore parfait. Toutes les traductions sont pas encore terminées, mais ça avance très vite et c'est sans censure. Alors ça envoie du très lourd. Je rappelle à tous les abonnés de ma chaîne Library que vos identifiants et vos mots de passe sont exactement les mêmes sur Library que sur Odyssey. C'est exactement les mêmes bases de données. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 14 000 sur ma chaîne Odyssey. Je commence à publier des vidéos qui auraient été censurées partout ailleurs. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo d'hier qui est la vidéo la plus censurée dans le monde entier. Et là je vais te dire, ça coupe vraiment du bois. Même le nom du documentaire est censuré, c'est pour dire. Et je vous avais annoncé une seconde très bonne nouvelle. Vous savez que Silvano Trotta fut banni de YouTube il y a 3 jours pour une durée de 3 mois. Je vous annonce avec fierté qu'il a accepté l'invitation et nous a rejoint sur la plateforme Odyssey hier après-midi. Vous trouverez le lien de sa chaîne ci-dessous. Je vous encourage tous vivement de vous abonner à sa chaîne. Il fait vraiment un super boulot pour la communauté. Alors, soutenons-le. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee, ma cagnotte Paypal pour mes vidéos quand elles sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite, je vous promets, il va y avoir du très lourd et ça va monter crescendo. Il va vraiment y avoir du grabuge. Et on commence déjà bien avec ce journaliste de BFM qui balance sur sa rédaction, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et moi, je vous interviewe depuis le début de cette épidémie, soit dans les grandes gueules, soit sur BFM TV. D'ailleurs, quand je vous recevais, j'étais un des rares à le faire. Et on me disait, ah bah oui, mais il dit les choses un peu différemment, etc. Il est pas dans la ligne. Bon, j'ai dû me battre pour vous faire venir, je dois vous le dire, je vais vous l'avouer maintenant, au sein même de mes rédactions. Enfin, pas à RMC, mais à BFM TV pour être tout à fait transparent. Aucun des événements qui annonçaient une deuxième vague ne s'est trouvé vérifié. Et on voit que l'on a une courbe absolument plate depuis maintenant la fin juin. Si on regarde les chiffres d'autres pays européens, c'est même d'essai quotidien en Italie qui a confiné comme nous, mais la Suède qui n'a pas confiné, on retrouve à chaque fois cette même courbe d'une ascension en 1 mois, une décroissance en 2 mois, et plus intéressant encore, la totalité des décès européens, comme vous le voyez là, suit encore une fois la même courbe. Et finalement, ce que vous avez dit depuis le début, c'est avéré vrai. Alors oui. Pourquoi on continue? Pourquoi Emmanuel Macron, qui est un... Alors, il y a 2 éléments actuels. Pourquoi il vous écoute pas, vous? Le conseil scientifique sort totalement de son rôle, qui est un rôle de conseil, et pas du tout un rôle d'entretien de cette hystérie. Il n'y a pas actuellement d'urgence sanitaire telle qu'elle est décrite par les autorités sanitaires et en particulier par le conseil scientifique qui annonce des deuxièmes vagues, qui annonce avec 9800 cas positifs, 9800 malades. Or, les cas positifs ne sont pas malades. Ce sont des gens qui sont des personnes la plupart du temps asymptomatiques. On voit à partir de là qu'il y a dans les décisions une tentative de faire passer l'effondrement économique que nous allons connaître et qui est la conséquence du confinement décidé et soutenu par le conseil scientifique au printemps, de faire croire que cette crise actuellement est encore masquée par une crise sanitaire. C'est une crise économique, sociale, absolument majeure. Cette phase-là montre qu'on a bien une circulation virale, mais avec des gens qui s'en sont tous défendus. La preuve, il n'y a eu aucune réaugmentation de la mortalité, alors que le taux de positif, lui, s'élève depuis le début juillet. On est maintenant mi-septembre, et 2 mois et demi après, on n'a toujours pas d'augmentation de la mortalité. Mais nous ne sommes plus du tout dans le degré d'urgence qui était celle qui avait justifié la création de ce conseil. Donc il faut arrêter
ce constat, il faut le faire et s'intéresser aux points les plus importants. Quand Auchan décide de supprimer 1475 postes hier, ça ne fait absolument plus la une parce qu'on a derrière ce nuage de fumée une inquiétude qui est entretenue par un conseil scientifique qui n'est plus légitime. Mais ils nous promettent le pire dans 2 semaines. Non, mais on nous promet dans 2 semaines depuis le mois d'avril. On promet le pire début octobre. Depuis avril, on nous dit que c'est dans 2 semaines. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 mois. Ça fait 10 fois 2 semaines. Ça fait 10 fois qu'on nous dit c'est dans 15 jours. Et pour l'instant, personne n'a vu de réaugmentation. 19 décès en tout pour la France hier. Très intriguant, la façon dont l'OMS a présenté cette pandémie comme une menace pour l'humanité. Et là encore, une menace pour l'humanité, ça veut dire c'est l'équivalent de la peste noire, auquel un certain nombre d'autorités sanitaires, vous en parliez tout à l'heure, monsieur, l'ont comparé. Si on avait eu la mortalité de la peste de 1348 en 2020 avec le SARS-CoV-2, à ce moment-là, on aurait eu le tiers de la population concernée qui serait décédée. Un événement particulier vient de se trouver confronté dans un accident statistique, c'est celui de 5000 décès qui ont été enlevés du décompte par les statisticiens britanniques qui ont considéré que 5000 personnes parmi eux avaient été comptées en excès. Sur 45 000 décès, ça fait donc plus de 10% qui se trouvent soudain retirés de la statistique. Le tiers d'une population mondiale à 7,5 milliards, ça fait 2,5 milliards de décès. De décès, oui. On en est à 850 000 maintenant. Ouais. Là encore, les ordres de grandeur ont été à ce point confondus que l'on ne peut pas parler autrement que comme le faisait le président Waldmeier, président de l'Allemagne, qui disait « Ceci n'est pas une guerre, ceci est un test de notre humanité ». Est-ce que vous estimez que certains de vos collègues, et je vais aller plus loin, notamment le Conseil scientifique, puisque vous appelez même à le démanteler ou à le réformer, sont responsables d'une gouvernance par la peur? Vous le dites. Ah bah très clairement. Vous signez une tribune avec une trentaine de confrères ce matin chez mes confrères du Parisien. Vous dites que le gouvernement est trop anxiogène. La communication du gouvernement serait trop anxiogène. Alors qu'est-ce que vous lui conseillez de faire au gouvernement à quelques heures du début de ce Conseil de défense ? Bien, de regarder simplement la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de crise sanitaire actuellement. C'est ce point-là qui a été mis en avant de façon excessive par un conseil scientifique qui n'avait plus la légitimité pour le faire et qui avait surtout, outre les aspects qui ont été ceux du confinement avec tous les impacts, tous les effets secondaires majeurs que l'on connaît actuellement et qui sont en train de se révéler. La vraie deuxième vague actuellement, c'est une vague socio-économique et sociétale. La mortalité et la létalité ont été abaissées de 99% depuis le printemps. Ça, ce sont les réalités des chiffres, ce sont les éléments sur lesquels il doit fonder sa politique et pas du tout entretenir une espèce d'anxiété fondamentale autour de que devons-nous faire, dans quel sens allons-nous avoir attrapé ce nouveau virus et à nouveau ses formes sévères. Or, nous ne sommes plus du tout dans la gravité, dans l'urgence du printemps, de celle de février, de mars et d'avril. Et donc, en ce moment, nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, un changement, une instrumentalisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaite probablement imposer d'autres schémas de pensée. Ce ne sont pas les prémices justement d'une forte poussée de l'épidémie ? Pas du tout. Si ça avait été le cas, parce qu'en fait, cette augmentation des cas positifs a démarré au début de l'été quand on a commencé les campagnes de dépistage. Or, si on devait avoir la corrélation qu'on avait au printemps, on aurait dû avoir une augmentation de la mortalité dans les 2 semaines qui suivaient cette augmentation des premiers cas positifs. Donc ça fait depuis début août qu'on devrait avoir une augmentation de la mortalité et début septembre, on devrait être à 600 ou 800 décès par jour. Les enfants qui se voient privés de classe pendant 2 semaines pour un simple cas positif, je répète à nouveau, pour des enfants ou des maîtres, maîtresses, professeurs des écoles qui sont seulement porteurs d'un fragment viral, n'a aucun sens. Et ce que l'on voit bien, c'est qu'il n'y a qu'en Europe, dans le monde entier, où les chiffres sont aussi décorrélés entre les cas positifs qui explosent et l'absence de mortalité. Il n'y a eu que 200 décès pour la journée d'hier dans toute l'Europe pour 500 millions d'habitants. Le conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce
la énième deuxième vague la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. Si je le dis, c'est parce qu'ils l'annoncent publiquement sur les radios publiques. Et donc, on a un certain membre du... Et c'est gravissime ce que vous êtes en train de dire. Écoutez Sud Radio mercredi après-midi, l'un des membres, alors qu'il nous annonce une catastrophe sanitaire pour la France, est sur son site de villégiature. 9 sur 10 des cas positifs actuellement diagnostiqués sont des gens qui ne sont pas contagieux. Pourquoi ? Parce que les tests PCR dans lesquels on utilise 40 cycles d'amplification arrivent à détecter des quantités infinitésimales qui ne sont seulement que la trace d'un organisme qui s'est défendu. Et c'est donc en fait la démonstration d'une capacité de défense et d'une guérison que l'on est en train de mettre en place. Nous sommes donc dans une situation identique à celle du mois de mars, lorsque celui qui a annoncé la catastrophe avec plus de 500 000 morts annoncés pour la Grande-Bretagne, 500 000 morts annoncés en France, ne respectait pas lui-même le confinement qu'il a réussi à imposer à la moitié de l'humanité. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Quand on est face à cela et qu'on voit les queues devant les laboratoires de biologie pendant des heures et des heures pour des gens qui sont jeunes, qui sont sains, qui sont asymptomatiques et auxquels on a seulement dit « attention, vous avez des risques considérables », eh bien c'est se tromper sur la présentation du risque et sur l'élément de communication qu'on en donne à l'ensemble de la population. Ce qui compte pour l'instant, c'est de suivre le nombre de décès et celui-là, dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir réaugmenter. Non, ça fait 3 mois. On peut pas s'en réjouir. Ça fait 3 mois que vous êtes en train de parier dans Tablachier. Vous êtes en train de... La pente des cas positifs était 15 fois plus importante en mars, au moment de l'augmentation et au moment du tsunami, lorsqu'on a pris cette phase. Ça, c'est pour les cas positifs, c'est-à-dire les tests 15 fois plus importante. 15 fois plus importante qu'elle ne l'est actuellement. On voit une augmentation qui pourtant fait toute la communication des autorités sanitaires actuellement pour dire il y a une explosion. Et depuis le mois d'avril, c'est ce que vous m'aviez invité à dire sur ce plateau, que pour l'instant, il n'existe pas de deuxième vague. Or, on nous l'a affirmé pour le relâchement en avril, pour le déconfinement en mai, pour la fête de la musique en juin et pour les clusters en juillet. Il n'y a, vous l'avez vu, aucune deuxième vague dans aucun des pays d'Europe. Le nombre de décès, pour l'instant en France, ne réaugmente pas de manière significative, alors qu'on nous l'a promis tous les 15 jours depuis le début du mois d'avril, cette fameuse seconde vague qui ne s'est toujours pas produite. Et la réaugmentation que l'on voit, qui n'est pour l'instant pas significative, a une pente 300 fois inférieure à celle du tsunami du mois de mars. Vous êtes en train de dire depuis 6 mois qu'il va y avoir une augmentation en avril avec le relâchement. Elle n'a pas eu lieu. En mai, avec le déconfinement, elle n'a pas eu lieu. En juin, avec la fête de la musique, elle n'a pas eu lieu. Et en juillet, avec les clusters de Mayenne, elle n'a pas eu lieu. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. Il est important de comprendre ce que les déterminants de cette épidémie font. L'idée, c'est pas de dire si c'est trompé ou pas. L'idée, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Mais en tout cas, à nouveau, ce que l'on voit, c'est que cet élément dans la persévérance aboutit à quoi ? Aboutit à une décision qui est considérable, dont on voit en particulier par la démonstration suédoise, auquel on avait promis 70 000 morts, et qui termine cette phase épidémique avec 6 000 décès seulement. C'est-à-dire qu'il en manque toute la Suède, 92%. Qu'a-t-on maintenant ? Une épidémie qui est beaucoup moins létale, 100 fois moins de décès qu'au printemps, et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs. Ça fait 10 fois que les scientifiques réunis en conseil ont annoncé cette deuxième vague qui n'est toujours pas venue. Actuellement, nous avons des tests qui permettent de détecter un virus dans la même quantité. Un virus, c'est-à-dire 100 millions de fois moins. Et aucun des tests rendus
par les personnes qui les testent avec les bonnes méthodes, ne disent quel est le seuil avec lequel l'amplification a été faite et qui change tout. Parce qu'au-delà de 24 cycles d'amplification, on sait que les personnes sont très peu contagieuses. Au-delà de 32, on va arriver dans des zones qui sont infinitésimales. Et au-delà de 35, on ne peut même plus avoir en culture un virus détecté. La Suède a fait seulement 8% du nombre de décès qu'on lui prévoyait avec les modélisations de Neil Ferguson et de l'Imperial College. Donc on peut supposer, au niveau français comme au niveau européen, que l'estimation est à peu près de cet ordre-là. Ouais. On a grossi d'un facteur 10 le risque. C'est énorme. Le facteur 10, le risque, alors que donc nous étions, sur une phase qui a abouti à 30 000 décès. Nous sommes à 20 décès depuis 10 semaines maintenant en France, 20 décès en moyenne par jour en France, 200 décès en moyenne par jour en Europe, chaque jour depuis 10 semaines. Si nous étions sur des maladies infectieuses classiques, nous aurions décrété la fin de l'épidémie depuis le mois de juin. Mais là, pourquoi les lits, par exemple, pourquoi les lits de réanimation à Marseille sont presque complets? Deuxièmement, 67 lits sur 70 à Marseille, il y a 3000 lits qui sont annoncés par Olivier Véran il y a 15 jours pour cette région. Il reste encore un petit peu de marge pour pouvoir adapter l'ensemble du système hospitalier à cette vague. Si, comme pour les orthomyxovirus, c'est-à-dire les virus de la grippe, ce virus mute, s'adapte et prend une forme saisonnière, alors à ce moment-là, on va la voir réapparaître. Mais il ne s'agira en aucune façon d'une deuxième vague liée au relâchement du comportement des Français. Ce sera simplement une phase sur laquelle un virus est en train de s'adapter dans un contexte environnemental totalement différent.